ce dernier JT avant l'an 2000. L'équipement électronique en vogue chez les adolescents, les MP3. There it is, right there. Attention 2, 1, top de vue. Mais c'est le but en or et il est signé Trezeguet. Il y a des entreprises dont personne ne connaît le nom et qui ont pourtant changé la face du monde. GM+ en faisait partie. Le leader mondial de la fabrication des cartes à puce était français. Marc Lassus en est le fondateur. Et ce soir-là, tout lui sourit. Il vient de signer le contrat qui va changer sa vie et celle de son entreprise. Il vient de signer son entrée sur le marché américain. La technologie développée chez GM+ équipe déjà plus de 400 millions de cartes SIM à travers le monde. Les cartes bancaires, les passeports, les systèmes de communication chiffrés. Et avec ce contrat, GM+ contrôlera bientôt les secrets du monde entier. Mais quelque chose ne tourne pas rond. D'abord, ce sont des petites choses, des détails qui n'en sont pas tout à fait. Quelqu'un l'observe, quelqu'un l'écoute. Et si Marc Lassus avait, sans le vouloir, fait entrer une entité qu'il aurait préféré ne jamais croiser ? Et s'il n'avait pas laissé entrer le loup dans la bergerie ? Vous avez été embauché par le fonds de pension TPG. Ça n'a rien à voir avec mon qui est un mission. fonds américain. Ça n'a rien à voir avec mon mission et c'est tout à fait compatible. Parce que c'est le fonds qui a racheté GM+, qui était une technologie française. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter en 2000. Alors que les États-Unis et le Japon s'affrontent dans une guerre économique sans merci pour la maîtrise des nouvelles technologies, la France compte aussi quelques pépites d'ingénierie. Parmi ces fleurons, il y a une pépite qu'on a un peu oubliée. Une entreprise qui a changé le quotidien de milliards de personnes sans que personne ne connaisse vraiment son nom. GM+. Vous en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, il y a de fortes chances que vous ayez un bout de GM+ dans votre poche en ce moment même. Parce que dans ce monde pas si lointain, où il n'y avait pas encore de GPS dans les voitures, pas de smartphone ni d'ordinateur portable, il y avait déjà un objet qui avait envahi la planète. La carte à puce. C'est grâce à cette petite puce dorée que nos cartes peuvent se comporter comme de véritables micro-ordinateurs. Elles peuvent chiffrer et déchiffrer des données, les communiquer sous certaines conditions et se bloquer si quelqu'un tente de les pirater. Elles sont prisées dans tous les secteurs qui demandent de l'authentification sécurisée. Télévision cryptée, banque, État, abonnement téléphonique. Et ces cartes,
Les premiers à en fabriquer, c'est GM+. C'est l'histoire d'une PME créée en 1988 qui, 10 ans plus tard, emploie 6000 personnes dans le monde et réalise 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. GM+ vend 3 millions de cartes à puce par mois en Europe. Depuis 1988, l'entreprise a une croissance de 50% par an. À l'époque déjà, on pensait Europe, on pensait marché global. Dans leur laboratoire ultra sécurisé de Marseille, l'entreprise a réussi à rassembler certains des meilleurs ingénieurs du monde pour développer des logiciels de chiffrement pour ces puces. Elles sont réputées inviolables. Le seul moyen de les débloquer, ce sont les fameuses clés de chiffrement. C'est le saint graal du renseignement. Avec ces clés, on peut, dans le cas d'une carte SIM, lire en clair toutes les communications entre un téléphone et le réseau. Ces clés sont donc infiniment précieuses et GM+ les garde jalousement dans leur labo. Ces technologies équipent maintenant toutes les cartes comme cette magnifique carte Mirror de notre sponsor Trade Republic. Elle est sans frais mensuels et vous donne 1 € de SafeBack automatiquement investi dans votre plan d'épargne. Vos espèces sur le compte sont rémunérées au taux de la BCE, soit 2% actuellement, versés chaque mois sans plafond. La nouveauté, c'est qu'ils viennent de lancer un plan épargne enfant. Vous l'ouvrez en quelques clics, vous investissez dès 1 € dans des ETF et les frais sont remboursés puis réinvestis automatiquement jusqu'aux 18 ans de votre progéniture. Je vous mets en description le lien pour vous inscrire et une petite série qu'ils sont en train de sortir pour parler de gestion financière. Merci à Trade Republic et on reprend. À l'origine de ce fleuron qui porte cette lourde responsabilité, il y a un homme. Si vous cherchez le profil typique du capitaine d'industrie qui va bâtir un empire technologique, vous allez être déçu. Marc Lassus, c'est un fils d'instituteur béarnais. Pendant 20 ans, il a travaillé dans l'électronique, gravi les échelons un par un, appris le métier sur le terrain. D'abord chez Boulle, où il participe au développement de la première carte à puce industrielle, et c'est là que commence son obsession pour cette petite puce dorée. Parce que c'est pas lui qui l'a inventée, c'est Roland Moreno, un autre ingénieur français. Mais Lassus, lui, il a vu ce que personne d'autre ne voyait à l'époque. Le potentiel. Avec l'avènement du numérique, Marc est persuadé que ces puces dorées pourraient complètement changer notre rapport à la sécurité, à l'authentification et aux transactions. À l'époque, tout le monde utilisait encore des cartes magnétiques qu'on pouvait cloner en 5 secondes. La carte à puce, c'était l'avenir. Sauf qu'en 1988, personne n'y croit encore. Marc va de boîte en boîte, mais aucune ne veut se lancer dans cette nouvelle technologie. Là, Marc Lassus a 48 ans, à un âge où beaucoup de gens pensent à la retraite, à profiter, à ralentir. Lui, il décide de tout plaquer et il lance sa propre entreprise. Mais il ne part pas seul dans l'aventure. Il part avec 5 ou 6 ingénieurs de sa précédente boîte. Des types brillants qui partagent sa vision, sa fixette, certains diraient. Et puis, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Pour monter une industrie de fabrication de cartes à puce, il faut de l'argent, des lignes de production, des machines ultra sophistiquées, des brevets, des usines. C'est pas une start-up logicielle qu'on peut lancer depuis un garage. Alors, dès le début, Marc Lassus fait un tour de table. Il réussit à convaincre France Télécom d'entrer au capital. À l'époque, France Télécom perdait des millions de francs à cause des fraudes liées aux cartes à bande magnétique. Ils sont donc très intéressés à l'idée d'avoir une carte inviolable. Roland Moreno, l'inventeur de la puce, prend des parts aussi. Les autres ingénieurs fondateurs en prennent. Et Marc Lassus, lui, garde environ 20% de sa boîte. 20%. Retenez bien ce chiffre, parce que ça veut dire que dès le départ, Marc Lassus n'est pas seul maître à bord. Il est le premier actionnaire, certes, le président, le fondateur, mais il n'a pas le contrôle absolu. Il devra compter avec les autres. À partir de là, Marc Lassus va tout donner pour sa société. Il dort dans les avions, enchaîne les rendez-vous du matin au soir, parcourt le globe pour décrocher des contrats. Il recrute des ingénieurs, par dizaines, puis par centaines, si bien qu'en quelques années, la petite entreprise de Gémenos devient leader incontesté de la carte à puce et équipe la planète entière. L'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, partout. La première licorne française est née.
Partout, sauf aux États-Unis. Pour Mark Lassus, c'est insupportable. Parce que les États-Unis, ça n'est pas juste un marché de plus. C'est le marché. Celui qui valide votre statut de leader mondial. Celui sans lequel vous restez un acteur régional, peu importe votre taille. Le problème, c'est que les Américains ne veulent pas de carte à puce. D'abord parce qu'ils n'utilisent pas la norme GSM pour leur réseau mobile. Ils ont leurs propres standards qui n'ont pas besoin de carte SIM. Ensuite, leurs cartes bancaires et leurs télécartes fonctionnent encore avec des bandes magnétiques. Et pour eux, investir dans une nouvelle technologie étrangère, c'est trop cher, trop risqué, et ça a un gros défaut, c'est pas américain. Mark Lassus sait qu'il n'y a qu'une seule solution pour débloquer la situation, et s'associer à une entreprise américaine. Faire rentrer GEM+, par la grande porte avec un partenaire local qui a les connexions et qui connaît le terrain. Parmi sa liste, il cible DataCard, le leader américain des terminaux de paiement. Refus sec. Pas découragé, Mark Lassus passe au plan B. Il remonte la chaîne. Il contacte directement l'actionnaire majoritaire de DataCard. Et cet actionnaire, c'est une famille allemande, la famille Quandt. Les Quandt sont une des plus riches dynasties industrielles allemandes. Des gens discrets et puissants. Très puissants. Le genre de famille qui possède BMW, qui a des usines partout en Europe et qui a traversé le XXe siècle en accumulant un pouvoir et une richesse considérables. Cette fois, ça mord. Les Quandt acceptent d'entrer au capital de GEM+. Et Mark récupère au passage la branche carte de DataCard et une usine à Philadelphie. Sur le papier, c'est un coup de maître. Sauf que dans les faits, ça ne change rien. Mark Lassus espérait qu'avoir une usine sur le sol américain suffirait à ouvrir les portes, mais non, personne là-bas ne veut d'une technologie française. GEM+ est dans une impasse. 1999. Mark Lassus a quitté la direction opérationnelle de GEM+. Il garde la présidence du conseil d'administration, mais c'est Daniel Legal, un des cofondateurs, qui dirige au quotidien. Exilé à Londres pour des raisons fiscales, Mark se concentre sur la stratégie long terme. Et ce qui est maintenant son obsession, ouvrir le marché américain. Et ce, sans succès pour l'instant. Jusqu'à ce coup de fil. Marc, je peux te parler 5 minutes ? Oui, dis-moi. En fait, je suis un peu gêné. Le gars t'a pas tout dit ce matin à la réunion. Hier soir, on a reçu la 3e offre de TPG. Mais de quelle offre tu me parles ? Texas Pacific Group, Marc. En fait, Daniel, il en a déjà refusé 2. Et on en a reçu une 3e hier soir. De 550 millions. TPG, c'est un mastodonte américain qui gère des dizaines d'entreprises à travers le monde, qui a les connexions, le réseau, l'accès au marché américain. 550 millions de dollars. Et Daniel Legal a refusé, sans même en parler à Mark. Légitimement, ça le met hors de lui. TPG, c'est un fonds spécialisé dans les LBO, les rachats par effet de levier. Leur modèle est simple. Ils rachètent des entreprises, de préférence en difficulté, les restructurent et les revendent avec une plus-value. Parfois en les sauvant, parfois en les découpant. À la tête de TPG, il y a un avocat brillant. David Bonderman, milliardaire texan, collectionneur d'art et de deals audacieux. Il a notamment un ranch dans le Colorado, Wildcat Ranch. 19 chambres, un lac privé et une vue imprenable sur les Rocheuses. Et ce gars s'est fait sèchement recaler. Mark Lassus est furieux. Comment le gars a-t-il pu refuser ça sans le consulter ? Est-ce qu'il est devenu fou ? En fait, non. Il est méfiant. Et non seulement il a de bonnes raisons, mais les cofondateurs de Mark et les actionnaires historiques sont plutôt de son avis. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les offres de TPG. Des éléments qui, bout à bout, laissent une impression étrange. Déjà, avec les 40% de croissance annuelle, GEM+ est tout l'inverse d'une boîte en difficulté. Puis TPG n'est pas un fonds spécialisé dans la tech. Et enfin, il y a le montant, 550 millions de dollars. C'est simple, c'est le quadruple de ce qu'investit TPG en général. C'est presque trop. Tous ces éléments auraient pu suffire, mais il y a encore une autre raison.
une raison plus profonde que ça. TPG demande 33% du capital, ce qui est loin d'être anodin. 33%, c'est ce qu'on appelle la minorité de blocage. La part du gâteau qui suffit pour bloquer toutes les décisions importantes. Pour Le Gall et ses collègues, c'est presque leur donner les clés de la baraque. Or, on l'a déjà montré, ils développent des technologies extrêmement sensibles. Et pour eux, les secrets qu'ils détiennent ne doivent surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Même si les US sont des alliés, c'est une question de principe. GEM+ doit rester sous contrôle français. Mais voilà, pour Marc Lassus, qui se donne corps et âme pour enfin accéder à ce foutu marché américain, la pilule a du mal à passer. Il est conscient des risques, mais il a déjà tout essayé et tout a échoué. Alors, il se sent trahi. En colère, il décide de prendre immédiatement le dossier en main. David Bonderman accueille Marc dans son ranch comme un roi. Il commence à lui ouvrir des perspectives inespérées. Il raconte qu'il est proche d'Hillary Clinton, la femme du président alors ministre de la Santé, que toutes les cartes vitales vont passer à la technologie de la carte à puce, que les 200 millions de permis de conduire vont suivre dans la foulée. Bref, un véritable boulevard vers la conquête des US. Marc Lassus tient enfin son marché. Il en a des dollars dans les yeux et il n'en revient pas d'avoir failli passer à côté de ça. Il rentre convaincu. Mais à GEM+, c'est la guerre. Les cofondateurs sont catégoriques. TPG, c'est non. Trop risqué, trop d'incertitudes, ils n'ont pas besoin d'eux. Le Gall et les autres traitent Marc de naïf. Ils disent qu'il est aveuglé. Marc, lui, les trouve peureux. Ils sont en train de laisser passer la chance de leur vie. Là, Marc, il a deux possibilités. La première, c'est de leur faire changer d'avis pour qu'ils valident l'opération lors du conseil d'administration. Pas vraiment une option donc. La deuxième, c'est de monter encore d'un niveau et de faire valider la décision directement par les actionnaires. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Notamment car parmi les actionnaires, Marc Lassus peut compter sur un allié de taille. Les Allemands de la famille Comte. Bizarrement, eux semblent très enthousiastes à l'idée d'accueillir les Américains. Marc réussit à négocier avec TPG une entrée au capital à hauteur de 26%. Mais leur concède le droit de nommer le directeur général et 5 des 9 sièges du conseil d'administration. Quand même. En tout cas, le deal se fait. Enfin. Et pour Marc, c'est la libération. Tout lui sourit enfin. Les portes des États-Unis s'ouvrent finalement. Il a dû batailler un peu pour s'assurer de garder le contrôle de sa boîte. Mais vu les 550 millions qu'investit TPG, il paraît évident que ses nouveaux alliés américains ont intérêt à ce que l'entreprise se porte bien. GEM+ va pouvoir continuer sa percée et s'asseoir comme le géant mondial de la carte à puce. Ce soir-là, il rentre chez lui, l'esprit léger. Enfin, pas tout à fait. Marc, vous réalisez ce que vous faites avec les Américains? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en train de les laisser faire? Le loup dans la bergerie. Et c'était exactement ça. Début 2001. 6 mois après l'arrivée de TPG, l'ambiance change à GEM+. Ils envoient des jeunes, enfin des jeunes moins jeunes, mais qui sont pas mal, qui veulent participer aux décisions stratégiques, qui se cultivent, ça se passe assez bien. Dans les couloirs de l'entreprise, on commence à voir arriver des Américains partout. Un nouveau directeur général, Antonio Pérez, un nouveau directeur financier, puis un par un, toute l'équipe dirigeante historique se fait remplacer. Pour autant, la croissance de GEM+ continue. L'arrivée sur le marché américain est un succès. Et c'est des mecs qui étaient capables, ils avaient été formés aux États-Unis dans des écoles de management, etc. Donc ça allait, quoi. Jusqu'au jour où ils ont voulu se mêler de décisions stratégiques et qui me paraissaient complètement stupides. La première alerte, c'est Antonio Pérez, le nouveau directeur,
qui multiplie les communiqués maladroits aux investisseurs. Et ça tombe au pire moment. Grande fébrilité sur les marchés financiers avec l'ombre d'un krach boursier après la dégringolade à Wall Street hier et du Nasdaq et du Dow Jones qui accusent une chute historique pour la seule journée de vendredi. The biggest losses were in the technology and internet stocks. That's already had an effect in the Far East and there are warnings London will be next. Marc Lassus voit horrifié le cours de GEM+ baisser en bourse. Une première depuis sa création. Sauf que les décisions absurdes ne s'arrêtent pas là. Par exemple, ils ont dit, la télécarte, on n'en veut pas, c'est un produit de merde, c'est l'épicerie, alors que c'était la vache à lait de la boîte, historique. On en vendait des milliards, ça ne nous coûtait plus rien, plus besoin de faire du développement, du marketing. Il suffit de remplir les caisses de nos clients, des opérateurs télécoms dans le monde entier, qu'ils soient en Chine ou Mexique ou ailleurs, et c'était que dalle. On n'avait plus de frais de marketing, on avait juste, comme on avait des outils de production très performants, on avait une marge qui était très intéressante. Pourquoi arrêter la télécarte? C'est complètement con. Là, Marc monte au créneau. Il s'y oppose de toutes ses forces et parvient à faire revenir Antonio Pérez sur sa décision. Mais quelques mois plus tard, le DG va à nouveau faire un move très étrange. Il faut savoir qu'au fil du temps, Marc avait fait plusieurs acquisitions stratégiques de pépites technologiques. Parmi elles, Skidata, qui ouvrait à GEM+, l'accès au marché très juteux des terminaux de parking. Et pour des raisons obscures, cette pépite, Antonio Pérez vient de la revendre. Et c'était assez nerveux. Là, je montais en première ligne. Puis il y a eu plusieurs choses qui sont devenues, et tout d'un coup, on a senti quand même qu'il y avait des trucs vicieux qui se passaient. Mais désormais, ces objections ne se heurtent plus seulement à des décisions internes. Elles déclenchent des réactions. D'abord, discrètes. Discrètement inquiétantes. Et un dimanche, je travaillais tôt le matin, et nos poubelles étaient sur une terrasse juste à côté. Dimanche matin, il y a un mec qui est dans les poubelles. Bizarre, enfin bon. Je sors, qu'est-ce que je vois? Je vois le chef des gardiens, le manager, super élégant. Il était en train de fouiller dans ma poubelle. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, oui, c'est-à-dire que, des histoires bidons, il y avait des odeurs, etc. Je lui dis, mais c'est des papiers, ce sont mes papiers. Mais, bon, tu les prends en flagrant... Enfin, mais qu'est-ce que tu peux faire? Au fur et à mesure que la situation devait tendue avec TPG, il y a eu des signes inquiétants. Et c'est là que j'ai découvert où on m'a signalé que j'étais suivi. Il se trouve que c'était un Turc marchand de smartphones de l'autre côté de ma rue, dans un quartier assez huppé de Londres, qui dit à ma femme, vous savez, votre mari, et même vous, quand vous sortez de chez vous, il y a des gens qui vous suivent. Ils commencent par se planquer dans la cabine téléphonique qui est là, et après ils vous suivent. Bon, elle me le dit, et c'est vrai que je constate que c'est le cas. À ce moment, comme pour confirmer ses premiers doutes, GEM+ va recevoir un coup de fil. Il provient d'une autre société technologique qui s'appelle Landis & Gyr. Et ce qu'ils vont dire est particulièrement troublant. Faites attention, on s'est fait racheter par TPG il y a 3 ans, nous. Maintenant, la boîte est en faillite, ils ont tout liquidé. D'ailleurs, parmi les actifs qu'ils sont en train de brader, il y a une filiale couverte de dettes qu'ils sont en train de vouloir vous refiler. Quelques semaines plus tard, Marc découvre stupéfait qu'Antonio Pérez rachète effectivement cette filiale de Landis & Gyr. Une entreprise mourante, criblée de dettes, qui sert à rien. TPG est en train de se débarrasser de ses poubelles en les vendant à GEM+. Pour Marc Lassus, c'est le déclic. L'action GEM+ continue de s'effondrer. Les investisseurs paniquent, les analystes s'alarment, le champion français est en crise. On commence à entendre parler de licenciement dans une boîte qui cartonnait depuis 10 ans et c'est surréaliste.
Alors, la colère monte parmi les salariés. Des syndicats se montent et parmi les rumeurs qui circulent, il y en a une de particulièrement explosive. Antonio Pérez aurait des liens avec les services de renseignement américains. Tout ce qui arrive ne serait donc pas le fruit du hasard. À l'époque, ça ressemble à une théorie du complot. Un truc qu'on sort parce qu'il faut trouver un coupable. Marc Lassus, lui, il y croit pas du tout. Pour lui, le problème, c'est que Antonio Pérez est un incompétent et qu'il faut le remplacer. Or, justement, quelques jours plus tard, Marc reçoit une convocation à Wildcat Ranch. David Bonderman veut le voir avec Antonio Pérez. Marc part pour le Colorado, persuadé qu'il ne sera pas difficile de convaincre Bonderman de l'incompétence de Pérez. Mais cette fois, pas de tapis rouge, pas de champagne avec vue sur les montagnes. David Bonderman les reçoit froidement. Il leur dit qu'ils sont tous les deux responsables de la crise que traverse J'aime plus. Bonderman a son approche John Wayne, ou enfin, pire, un cowboy, nous a donné une bonne branlée, une bonne leçon, en nous disant que si on n'était pas capable de bosser ensemble, il nous virait tous les deux. Alors Pérez, évidemment, yes sir, yes sir. Bon, de toute façon, il était très bien payé et puis il savait très bien qu'avec Bonderman, il y avait une complicité qui était évidente. C'était pour me calmer à moi, mais bon. Marc rentre à Londres désemparé. Il commence à réaliser qu'il n'a plus le soutien de TPG. Mais il refuse encore de faire le lien. Il se dit « Bonderman protège son directeur général ». C'est normal. TPG veut juste que J'aime plus réussisse. C'était quand même dans le métro. Un mec avait une sale gueule. Hein. C'était comment on appelle ça, le mélange des Indiens et des Africains, les Malabars. Putain, les mecs, ils sont plus grands que toi, mais ils ont de ces gueules. Toi, t'es beau à côté. Non, mais c'était inquiétant. Mais alors là, je trouvais que les mecs qui font ce métier, ils sont vachement forts. Parce que je prenais le métro, je constatais que j'étais suivi. Je descendais de la rame du métro, je montais immédiatement au dernier moment dans une autre. Et il avait réussi. Ensuite, je change carrément de ligne. Je monte dans un autre métro. Je vais à toute vitesse, etc. Putain, le mec, il est dans la cabine d'à côté, enfin dans le wagon d'à côté, en train de me regarder. Incroyable. J'ai jamais pu le semer. Il est cambriolé 3 fois en 6 mois. Il déménage, on le recambriole. Chaque fois, rien de volé. Mais toute sa maison saccagée. Bon. Avec ma femme, on vient en France, on part 3 ou 4 jours, on revient, cambriolage, tout. Et les flics qui sont venus, ils ont dit on ne comprend pas, parce que le cambriolage, la porte, elle était cassée de l'intérieur. Donc c'est des mecs qui étaient rentrés naturellement, mais qui ont voulu montrer qu'il y avait un cambriolage, mais en fait, au lieu de casser la porte de l'extérieur comme ça aurait dû être fait, ils l'ont cassé de l'intérieur. Donc c'était bidon, quoi. Et pendant ce temps, autour de lui, tout s'effondre. Les comptes quittent le conseil, son service juridique se retourne contre lui, Bonderman le lâche, même certains de ses ingénieurs historiques l'abandonnent. Débordé, sous surveillance, trahi de toutes parts, Marc décide de prendre du recul. Il part donc pour Roatan, une petite île des Caraïbes où il a acheté une propriété pour sa retraite. Pas de téléphone, pas d'internet, juste un vieux fax. Marc souffle enfin, jusqu'à ce qu'il reçoive un message. Bon, déjà, je prenais jamais de vacances et j'ai acheté une île de merde, mais une petite île au Honduras. Et comme par hasard, chaque fois que je partais en vacances, très peu, et il y avait des grandes réunions décidées à Washington, etc. À peine j'arrive là-bas, un fax, parce que le fax marchait. On ne pouvait pas communiquer par Internet, etc. Et la radio, le téléphone portable, ne marchait pas du tout. Il fallait aller un peu au large, en bateau, pour arriver à entendre. Voilà.
Et là, on me dit, conseil d'administration extrêmement urgent à Washington, etc. Mais quand je suis sur le bateau, ils apprennent que j'arrive à avoir une communication. Immédiatement, le réseau marche et ils m'appellent tous quand je suis sur... c'est pas un bateau, c'est une barque. Donc j'ai eu 5-6 communications importantes et j'ai même Stéphane Cohen qui m'appelle, qui ne m'appelait jamais. Donc j'ai une communication avec Stéphane Cohen qui me dit « Marc, il faut absolument que tu viennes ». Donc intervention, Takedine. Des mecs qui me... On parlait... Takedine, non, on se voyait. Mais Stéphane Cohen, on se parlait quasiment jamais au téléphone. Il m'appelle, ce con. Un nommé Rémi de Tonna qui s'occupait du marketing chez nous, qui était un peu un magouilleur, m'appelle aussi. C'était incroyable. Tout le monde trépignant me dit, même Takedine, me disant « Marc, il faut absolument que tu viennes, tu peux pas, c'est trop important ». Je me démerde, je fais des pieds et des mains pour trouver un avion, pour etc. Et je me pointe, j'avais même pas de costard, j'étais en vacances. Donc je me pointe quand même à Washington. Et là, c'était le traquenard. La situation est lunaire. Déjà, c'est Marc Lassus, le président du conseil d'administration. Normalement, c'est lui qui est à l'origine de la convocation du conseil d'administration. Donc là, tout ça est organisé par on ne sait qui. Et tout ça à Washington, pourquoi Washington ? Jamais d'avis on avait de conseil d'administration en dehors de l'Europe. Mais il faisait ça au culot. Tout le conseil d'administration est présent. Mais pas seulement. Et je vois que tout le monde, y compris les directeurs de GEM+, ils ne devaient pas venir à ce conseil d'administration. Ils n'avaient aucun rôle à jouer. Mais ils étaient tous là. Une agence de communication, des avocats, des piles d'ébauche de documents, des imprimantes qui tournent à plein régime, et puis surtout, un homme. Mais il est là, il gère tout. La gestion du conseil d'administration, ils avaient tout organisé, des communiqués de presse qu'il y aurait, etc. Ils avaient un bureau de presse incroyable, ils avaient toute leur logistique prête à l'américaine. Il n'avait aucun rôle officiel, mais il s'imposait et tout le monde s'écrasait. Le mystérieux directeur de TPG, le tout-puissant David Bonderman. Bonderman avait organisé le show et moi je débarque bronzé des Honduras. Marc comprend que le scénario de la réunion est déjà écrit d'avance. Parmi les documents imprimés, il y a même 2 ébauches de protocoles de révocation. Ces protocoles contiennent les conditions de fin de mandat de 2 dirigeants de l'entreprise. Leurs noms sont déjà écrits. Antonio Pérez et Marc Lassus. Pour Marc, c'est le choc. Lui, le fondateur de l'entreprise, forcé par son propre conseil d'administration à démissionner. Marc peut rester au conseil d'administration, mais il perd toute autorité. Il n'a plus le droit de communiquer avec le personnel, plus de pouvoir, plus rien. Écœuré et épuisé, Marc Lassus signe sa démission. Il vient de perdre GEM+. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ça n'est que le début. Il ne s'agissait pas d'une guerre d'actionnaires, ni d'une crise de management. Marc avait été la cible d'une opération. Une opération menée par la plus puissante machine de renseignement du monde. C'est quoi ton état d'esprit par rapport à ce moment-là, par rapport à TPG et leur volonté ? Oh ben que ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis, c'est la CIA, c'est sûr. En France, l'éviction de Marc Lassus va faire scandale. Mais l'actualité sociale aujourd'hui est dominée par ce nouveau plan de suppression d'emplois chez GEM+, numéro 1 mondial de la carte à puce, 1000 postes concernés. Les salariés manifestent. Les syndicats dénoncent des délocalisations de laboratoires vers les États-Unis, des fuites de brevets. La technologie française est en train de partir. C'est devenu une affaire d'État, un symbole. Fin 2001, TPG semble avoir pris le contrôle total de GEM+. David Bonderman obtient un siège au conseil d'administration. Il est nommé vice-président. Pourtant, la partie n'est pas terminée. Marc Lassus a encore des cartes à jouer. Pendant ces dernières années, il a rencontré des personnalités hautes en couleur, comme le sulfureux Ziad Takieddine
et l'incorruptible fumeur de Havane, Thierry Dassault. Les deux hommes sont actionnaires de GEM+, et sont prêts à le soutenir face aux Américains. Un front français se constitue. Pour la première fois depuis des mois, Marc Lassus n'est plus seul. Au printemps 2002, ils enchaînent les victoires. Takieddine et Dassault sont tous les deux élus au conseil d'administration, et ils obtiennent de faire passer le conseil à 13 sièges, ce qui dilue le pouvoir de TPG. Ils arrivent même à faire élire un nouveau président du conseil, Dominique Vignon, qui lui est français. Mais ils sont déjà en retard. Et surtout, ils vont bientôt découvrir contre qui ils jouent. Parce que la première mission du nouveau conseil, c'est de nommer un nouveau directeur général pour remplacer Antonio Pérez. Il fallait nommer un directeur général. Donc, il y a des interviews en cours. Et j'avais trouvé un mec de chez Texas Instruments, un Français, formé aux États-Unis, parfait, le moule parfait, et un Français. Et on ne pouvait pas dire qu'il n'était pas bon. Donc, Takieddine, Dassault, etc., on interviewe ce mec. Et le mec de Texas Instruments, il venait en numéro 1. Et il venait de vivre plusieurs années aux États-Unis, il rentrait en France, il était d'accord pour prendre le job, et il était très très bien. Eh bien, au dernier moment, Bonderman informe tout le monde en disant « Non, c'est fait, j'ai trouvé le mec ». Et il cite Alex Mandel. Un homme imposé par TPG. Un homme dont personne ne sait vraiment rien. Un homme qui va tout faire basculer. J'ai dit « Oui, mais on l'a pas vu ». « Oh non, mais vous allez le voir ». Alors, donc, j'ai interviewé Alex Mandel à Paris. Mais est-ce que j'avais le pouvoir de dire non ou pas? Simplement, bon, je l'ai vu, il me semblait propre sur lui, il avait quand même un sacré pédigré. Hein. C'était un Autrichien qui avait travaillé chez Bell, la compagnie américaine de télécom, etc. Il avait un très bon pédigré. Et bon, pourquoi pas? Ce qu'on ne savait pas, c'était la suite. À ce moment de l'histoire, il y a un autre personnage inattendu qui entre en scène. Un journaliste à La Tribune, le quotidien économique. Depuis le début de la crise GEM+, il suit l'affaire de près. Ça le fascine, cette histoire d'entreprise française au sommet qui s'effondre en quelques mois avec des décisions complètement aberrantes. Il sent qu'il y a quelque chose de plus gros. Et puis, La Tribune supprime des postes régionaux, donc il se retrouve sans emploi. Mais avec un maintien de salaire pendant quelques mois, il a du temps. Beaucoup de temps. Alors, il décide de creuser. Et c'est là qu'il tombe sur un nom qui l'intrigue. Alex Mandel. Ce type avait été imposé de nulle part par Bonderman. Ça lui paraissait bizarre. Alors, il a fait ce que tout journaliste aurait dû faire. Il a tapé Alex Mandel sur Google. En 2002, Google n'a que 4 ans. Et faire une recherche sur quelqu'un, ça n'était pas encore un réflexe. Et visiblement, chez GEM+, personne ne l'avait fait. Parce que, au milieu des résultats, il voit un nom. Un nom qui change tout. In-Q-Tel. C'est un fonds d'investissement très officiel créé par l'Agence centrale de renseignement américaine pour permettre à la CIA d'investir dans les nouvelles technologies, la cryptographie, cybersécurité, intelligence artificielle, tout ce qui touche au renseignement du futur. Et Alex Mandel, le nouveau directeur général de GEM+, siège au conseil d'administration d'InQtel. Alors le journaliste relit 3 fois, il n'arrive pas à y croire. Le mec qui vient d'être nommé pour diriger GEM+, travaillait pour la CIA. Il continue, et plus il cherche, plus les connexions apparaissent. Alex Mandel ne travaille pas que pour InQtel. Il fait partie du BENS, Business Executives for National Security, un think tank américain qui promeut les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis. David Bonderman, le patron de TPG, a travaillé au cabinet d'avocats Arnold & Porter, le même cabinet qui conseille InQtel. TPG, InQtel, le BENS, Arnold & Porter, tout ce beau monde gravite dans les mêmes cercles, les mêmes clubs, les mêmes intérêts.
Quand Marc apprend ça, il refuse d'abord d'y croire. Et puis tout s'éclaire. TPG qui débarque avec 550 millions, Antonio Pérez et ses décisions absurdes, la télécarte abandonnée, les actifs pourris rachetés, la surveillance, poubelles fouillées, les cambriolages à répétition, Wonderman qui orchestre viré de sa propre entreprise, et enfin Alex Mandel, l'homme de la CIA, placé à la tête de GM+. Depuis le début, il avait été la cible d'une opération de renseignement. Une opération menée par la CIA pour prendre le contrôle de GM+. Et il avait ouvert la porte lui-même. Mais pourquoi ? Pourquoi la CIA voulait-elle GM+ à ce point ? Pour comprendre, il faut revenir à ce que contiennent les cartes à puce. À l'intérieur de chaque carte SIM, il existe une clé cryptographique secrète, connue uniquement de la carte et de l'opérateur. Elle ne quitte jamais la puce. Et grâce à cette clé, le réseau authentifie le téléphone et génère les clés de chiffrement qui protègent vos communications. Celui qui contrôle cette clé peut tout entendre. Et GM+, dans ses laboratoires ultra sécurisés, stocke toutes ces clés. Des centaines de millions de clés. En 2000, GM+ équipe plus de 400 millions de cartes SIM, plus les cartes bancaires, plus les passeports électroniques qui commencent à arriver. GM+ détenait les clés du monde, et c'était une entreprise française. Pour les États-Unis, c'était intolérable. Les Américains ont toujours considéré que la cryptographie, c'était un enjeu de sécurité nationale. Ils ne pouvaient pas accepter qu'une entreprise étrangère contrôle l'accès aux communications mondiales. GM+ devait donc tomber. Pour Marc Lassus, les conséquences vont être dévastatrices. Parce qu'au moment de l'introduction en bourse de GM+, TPG lui avait fait un prêt de 70 millions de dollars pour qu'il achète des stock options, pour donner un bon signal aux investisseurs. Sauf qu'avec la crise qu'a traversée l'entreprise, les actions en question ne valent plus un rond. Les actions GM+ ont vachement baissé. L'État français est intervenu pour me condamner. C'est l'AMF, l'autorité marché financier, prétendant que j'avais trafiqué les cours, etc. C'est scandaleux, scandaleux. J'étais très mal défendu. J'ai baissé les bras et en fait, mes actions, à un moment donné, ne valaient plus rien. Donc, mes 16%, non, 18% dans GM+, n'avaient plus aucune valeur. Quand GM+ demande à Marc Lassus de rembourser les 70 millions, il est insolvable. Ses biens sont saisis. J'en pouvais plus. Donc je me suis trouvé ruiné. On m'a piqué mon bateau. Et quand ça commence, donc ça c'est fini. J'ai touché ma retraite que tard. Et elle est amputée encore par l'État français. Aujourd'hui, Marc Lassus vit modestement. L'homme qui a créé la première licorne française est endetté, brisé. Quant à GM+, l'entreprise est rachetée en 2006 par Axalto, un autre fabricant de cartes. Le nouvel ensemble s'appelle Gemalto. En 2019, Gemalto est racheté par Thales, le géant français de la défense. GM+ redevient française. Mais trop tard. Le mal est déjà fait. Les Américains ont eu 4 ans, de 2002 à 2006, pour siphonner tout ce qu'ils voulaient. Les technologies, les clés, les brevets, c'était l'objectif depuis le début. 10 ans plus tard, en 2013, un homme va confirmer les pires soupçons. He's an American former CIA employee and computer technician. Edward Snowden revealed a secret surveillance operation that went far beyond anything the public had imagined. Collected the phone records of millions of Americans and the other that monitored internet traffic. Edward Snowden, analyste de la NSA, révèle au monde l'ampleur de la surveillance américaine. Des millions de documents classifiés. Parmi ces documents, il y a une présentation de la NSA qui révèle que l'agence a piraté Gemalto, le successeur de GM+. Mais ils espionnent tout le monde. À tout moment, ils l'ont toujours fait, ils continuent. Ce compte de Hollande avec Merkel auprès de Obama, ils se sont plaints en public
à Paris sur le fait qu'ils étaient espionnés. Et c'est dommage que des amis soient espionnés. Ils étaient espionnés à cause des cartes SIM. Et Obama, gêné, mais sans plus. Et ça continue. Et Snowden le dit. Donc, ils font ce qu'ils veulent. La CIA, la NSA et tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui encore, beaucoup de zones d'ombre subsistent dans cette affaire. Marc Lassus, lui, n'a plus de doute. On ne monte pas une opération de cette ampleur avec autant de coordination, autant de surveillance, autant de moyens, juste par hasard. C'était planifié, orchestré, du début à la fin. Ce qui est certain, c'est que c'était pas une première. Dans les années 90, il y a eu d'autres cas similaires. Des entreprises européennes de cryptographie qui se sont fait infiltrer, racheter, saboter. J'aime plus, c'est juste l'opération la plus aboutie. Les États-Unis, qui avaient pris du retard dans les années 90, ont rattrapé. Bill Clinton inaugure la première carte bancaire à puce américaine en 2003, juste après l'arrivée d'Alex Mandel chez J'aime plus. Nous, on croyait encore au libre-échange, à la loyauté entre alliés. Mais pendant ce temps, les Américains protégeaient leurs intérêts par tous les moyens, y compris le renseignement offensif. Alors après tout, c'était il y a 25 ans. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé ? L'affaire J'aime plus est devenue un cas d'école, un symbole de la naïveté européenne face à la guerre économique que se livrent les grandes puissances. Aujourd'hui, il est impensable qu'on continue à se faire voir de la sorte, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le champion français de l'industrie parapétrolière Technip se marie avec un Américain. Les entreprises Latécoère et Photonis. Safran est entré en négociation exclusive avec le fonds américain. C'est désormais acté, le Doliprane passera bien sous pavillon américain. Alstom, racheté par le géant américain. Et là, on est en droit de se poser quelques questions. Si la France a longtemps été une nation indépendante sur tous les secteurs stratégiques, qu'en est-il maintenant ? Qu'en sera-t-il à l'avenir ? Que se passera-t-il le jour où les États-Unis décideront que nous ne sommes plus leurs alliés ? Que se passera-t-il le jour où ils estiment qu'on n'a plus besoin des turbines qui alimentent nos sous-marins ? Que se passera-t-il s'ils décident que nous n'avons plus besoin d'entretenir nos centrales nucléaires ? Le prochain J'aime plus existe peut-être déjà. Il développe de l'IA générative, des composants quantiques ou des puces de nouvelle génération. Il a des bureaux à Paris, des investisseurs à San Francisco, et personne ne pose de questions. Enfin personne, sauf vous.